Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Progresso France Hebdo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve très vite après le dernier épisode. Comme je vous l'avais dit, je vais vous parler cette fois-ci de la Dragon Gate avec le show Kobe World et également de la DDT avec Russell Peter Pan. Et donc c'est parti pour PFH, bienvenue chez Cody. Et donc aujourd'hui, Kobe World de Dragon Gate qui était également pendant ce gros week-end de Progresso. Alors il faut savoir que c'était les 25 ans de Dragon Gate, pas vraiment. C'était plutôt les 25 ans de Toryumon. Et il faut savoir que la Toryumon a été donc la grande sœur de Dragon Gate. Dragon Gate a été créée après voilà, que Toryumon a arrêté. Et donc du coup ils appelaient ça, ils disaient que c'était les 25 ans de Dragon Gate parce que clairement ils considèrent que la Toryumon c'était la Dragon Gate mais sous un autre nom et c'est clairement le cas. Mais au final la Dragon Gate a 20 ans cette année, elle a été créée en 2004. On va commencer tout de suite avec donc le premier match que j'ai regardé et qui était intéressant. C'était Kota Minoura qui faisait face à Madoka Kikuta. Je vous en avais parlé lors de ma dernière review sur la Dragon Gate. Kota Minoura est en pleine déchéance, en pleine descente aux enfers en ce moment du côté de la Dragon Gate. Il avait perdu un match pour ses cheveux contre Yamato lors du dernier gros show qu'il y avait eu du côté du Korakuen Hall. Et donc voilà, il est vraiment un peu en descente aux enfers. On le sait, il va également affronter son petit lui, à savoir Minorita, lors du prochain show au Korakuen Hall. Et il faisait face à Madoka Kikuta, qui est un ancien champion Open the Dream Gate et qui était d'ailleurs dans le main event, en tout cas dans le gros match pour le titre l'année dernière. Donc lui, il a un peu une descente aux enfers, mais il reste fort, il gagne toujours des combats. Mais c'est vrai que l'année dernière, il était dans le main event, alors pré-main event, on va dire, parce que c'était un match où c'était 5 catcheurs qui étaient dans un match en cage pour se démasquer. C'était Diamante qui avait perdu et Diamante était devenu Luis Mante. Mais bref, revenons à cet opener. On a eu un vrai bon match. C'était clairement, au point de vue de la qualité, parfait pour la place qu'ils avaient. À savoir que c'était un très bon match opener où ça a été très vite rapidement. On a vu quand même un Minoura qui avait envie de se battre mais qui, on a l'impression qu'il n'est pas au top de sa forme. C'est vraiment ce qu'ils sont en train de raconter, hein, bien sûr. Et un Madoka Kikuta qui était bien plus puissant et bien plus en forme mentalement qu'un Minoura. Et donc ça a été une victoire de Madoka Kikuta, mais on a eu quand même un très bon match. Et donc on continue la descente aux enfers de Minoura. Et ça va être intéressant surtout de voir son match contre Minorita, voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que est-ce que Gold Clay, à un moment, on va pas le virer ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être intéressant à suivre. J'aime beaucoup la construction de Kota Minoura et la finalité de tout ça, ça sera qu'un jour ou l'autre, il va récupérer son premier titre Open the Dream Gate. J'en suis pratiquement sûr. Mais peut-être pas tout de suite, on va peut-être faire durer ça sur toute, ou en tout cas la fin de l'année 2024. C'est un match que j'ai noté 3,25 sur 5. Ensuite, on avait un match pour le titre Open the Triangle Gate, qui est le titre Six-Man Tag Team, donc le titre trio. C'était les Natural Vibes, donc Big Boss Shimizu, Strong Machine J et Yuti qui faisaient face à God Clays, BB Hulk, Minorita et le nouveau venu de God Clays, à savoir Mochizuki Jr. Je vous en avais parlé lors d'un des derniers PFH où il avait affronté son père Masaaki Mochizuki dans un excellent match et que Benkei était venu après s'occuper de Mochizuki Jr. Et donc le voici maintenant officiellement du côté de God Clays. Il faut noter que l'entrée de Natural Vibes, alors pour moi qui découvre encore un peu la Dragon Gate, il faut savoir que les Natural Vibes c'est un peu des b-boys, c'est des catcheurs qui aiment la danse, voilà, on parle des Jeux Olympiques en ce moment et du breakdance, et bah eux clairement ils représentent le breakdance du côté de la Dragon Gate et c'est toujours très drôle de les voir danser. Ils dansent tous bien sauf un, à savoir Flamita qui est là depuis peu de temps du côté de Natural Vibes, mais je trouve ça toujours excellent et je l'ai même montré cette entrée à un certain Enzo qui ça doit vous parler si vous me connaissez bien et Enzo ça lui a fait bien rigoler de voir Flamita essayer de danser, c'était plutôt drôle. Et c'était bien sûr comme tous les matchs par équipe du côté de la Dragon Gate des règles lucha, donc pas besoin de faire le tag. On peut voilà, dès qu'un catcheur est KO et qui sort en dehors du ring, si un de ses coéquipiers rentre dans le ring, ça devient lui l'homme légal. Donc tout ça fait que c'est un match qui est ultra vivant. On met l'accent vraiment sur Mochizuki Jr. et le fait que dans Gold Clays il se découvre un peu et qu'il commence à bien combiner, mais c'est pas aussi efficace que Natural Vibes.
Vibes qui sont voilà, qui sont champions maintenant depuis quelques temps je crois, et en tout cas qui travaillent ensemble depuis maintenant pas mal de temps, et c'est vraiment ça la différence. Mais on a eu un match ultra vivant, vraiment dans le pur style de la Dragon Gate, donc du très bon Lucha Resu où ça part dans tous les sens. Vraiment pour découvrir la promotion, je trouve ça met vraiment bien l'accent sur ce que c'est la Dragon Gate. Donc c'est vraiment un très bon match que je vous recommande, que j'ai noté 4 sur 5. Ensuite, on avait un match pour le titre Open the Brave Gate, qui est le titre secondaire, le titre blanc de la Dragon Gate. C'était Yo qui défendait son titre contre Dragon Dia, qui fait partie de D-Courage. Yo fait partie de Big Hug, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et donc, Yo était champion maintenant depuis pas mal de temps. Il avait eu 6 défenses de titre réussies, c'était donc sa 7e, son 8e match pour le titre, en comptant le match où il avait gagné le titre. Et donc, voilà, il était champion depuis maintenant pas mal de temps. On a eu un très bon combat où on a vraiment joué sur le fait que Yo il était en maîtrise totale, en tout cas dans sa stratégie qui était d'attaquer les jambes de Dragon Dia. Et moi automatiquement dès qu'il y a quelqu'un qui va commencer à travailler les jambes, ben c'est ce que j'adore. On a vraiment la définition du Lucha Resu dans ce combat où ça va commencer très vite et très rapide avec des gros moves Lucha, avec des contres dans tous les sens. Donc si vous adorez les ricochets au spray, tout ça, vous allez être ravis clairement. Et derrière ça va s'enchaîner avec un très bon travail de la jambe de Yo sur la jambe de Dragon Dia, et donc qui va empêcher à Dragon Dia de faire son catch, parce que Dragon Dia c'est clairement un jeune catcheur high flyer, et qui lui tout son catch est basé sur les prises, sur ses prises avec les jambes, etc., les springboards, etc. Donc voilà, la stratégie était vraiment très parfaite, et on a eu un un magnifique selling de la part de Dragon Dia. C'était vraiment très cool. Et derrière à la fin on a des gros spots, un gros sprint final où ça part dans tous les sens, et Dragon Dia va finir finalement par remporter ce combat et donc devenir le nouveau champion Open the Brave Gate. Et donc voilà, c'était un très bon match. Je suis très content de la victoire de Dragon Dia, qui a clairement pas été mis en avant quand il est parti du côté de la New Japan Pro Wrestling pour le Best of Super Junior. Elle avait eu je crois 0 victoire dans mes souvenirs, mais en tout cas je suis très content qu'ils mettent en avant Dragon Dia, et je serais pas étonné que Yo aille faire un tour du côté du titre principal de la Dragon Gate, parce que clairement il a un talent qui est monstrueux, et puis il est très apprécié parmi les fans. Ensuite on avait un match pour le titre Open the Twin Gate, un Fatal 4-Way, un match par équipe à 4 équipes pour les titres par équipe de Paradox, qui sont champions par équipe. Donc Paradox, je le répète, c'est la faction d'anciens de grande gloire de la Dragon Gate. Donc entre autres on a Dragon Kid, Naruki Doi, donc qui était dans ce match là, et on a également Yamato, j'y reviendrai un peu plus tard. Il faisait face à Natural Vibes, donc c'était Casey et Flamita. Il faisait face également à Zibrats, Jason Lee et Sean Skywalker. Et la dernière équipe c'était Big Hug, Jackie Kamei et Luis Monte. Luis Monte donc qui est l'ancien champion Open the Dream Gate, qui avait perdu son titre en surprise contre Ben Kay lors du dernier show Korakuen Hall, et qui va faire également partie du N1 Victory cette année. Donc c'est une très bonne chose. Donc clairement on s'en doutait que cette équipe n'allait pas trop gagner, parce que tout simplement Luis Monte ne va pas être présent là pendant tout le mois d'août. On a eu un combat fantastique, un énorme combat, match à recommander vraiment si vous aimez les spots où ça part dans tous les sens. Comme il y a 4 équipes, c'est toujours vivant, c'est un match qui est à élimination, donc il faut éliminer toutes les équipes pour gagner le combat. Donc voilà, on a eu d'abord Flamita qui a éliminé donc Big Hug et qui a fait le tombé victorieux contre Jackie Kamei. Ensuite Skywalker a éliminé Casey, donc on garde fort quand même que ça soit Luis Monte ou Flamita, donc c'est une très bonne chose. Et pour terminer, donc on avait Paradox contre Zibrats, qui faisait beaucoup de sens, tout simplement parce que quand il y a eu le défi pour le titre, c'est d'abord Zibrats qui a défié Paradox, je vous en avais parlé, je vous disais il y a beaucoup de chances qu'on y voit une feud, etc. Et donc voilà, on commence à tout installer clairement, et je pense que je serais pas étonné de voir Zibrats réclamer un nouveau match pour le titre dans quelques temps, parce qu'ils diront que ouais, le match il y avait deux autres équipes, c'était pas normal, etc. Donc voilà, derrière donc on a eu une victoire de Dragon Kid et Naruki Doi, qui était vraiment voilà, très cool. Je suis un peu surpris de voir Paradox remporter ce match et donc conserver son titre. Un très bon match que j'ai noté, 4,75 sur 5, vraiment c'est à voir à tout prix. L'un des matchs de l'année, je trouve, ça part dans tous les sens, c'est tellement précis, il y a très peu de bots, voire pas du tout. Non, c'est vraiment excellent, et c'est très représentatif du Lucha Resu de Dragon Gate.
Gate, clairement. Et pour terminer, on avait donc le match entre Benkei et Yamato pour le titre Open the Dream Gate. Benkei qui était en avance dans cette histoire avec Yamato parce qu'il avait 3 victoires contre 2 défaites. Et Benkei, il avait la dernière fois qu'il avait rencontré donc Yamato, c'était quand Yamato était champion en 2021. Voilà, donc c'était assez quand même Yamato, il était plutôt en confiance pour affronter Benkei dans l'idée où il se disait que la dernière fois que les deux hommes s'étaient affrontés, il avait gagné le combat. C'était donc la première défense de Benkei et assez surprenant, Yamato a repris le titre et Yamato donc devient 6 fois champion Open the Dream Gate. Il faut savoir que Luis Mante, quand il perd le titre contre Benkei, c'est très surprenant. Alors moi déjà ça m'avait surpris, mais comme vous le savez peut-être, je ne suis pas un grand connaisseur de Dragon Gate, mais malgré ça, ça m'avait certes surpris, mais les connaisseurs de Dragon Gate avaient été extrêmement surpris par cette victoire de Benkei sur Luis Mante. Et moi je me disais, bon ok, ils vont lui faire ça faisait quelques temps que Benkei, je crois la dernière fois où il avait été champion, ça devait être 2019, et je me disais, bon, ils vont lui faire un bon petit règne, voilà, ils construisent Gold Class avec Mochizuki Junior, etc. Bon, je me dis, ok. Mais je ne voyais pas trop Yamato être mis en avant, et je me dis qu'en fait, si, ça fait du sens. Ça fait beaucoup de sens, la victoire de Yamato, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui est en descente aux enfers, à savoir Kota Minoura. Kota Minoura qui a perdu ses cheveux contre Yamato. Je ne serais pas étonné que la finalité de tout ça, c'est que celui qui va prendre le titre à Yamato, ça sera Kota Minoura pour son premier titre. Donc, au final, ça m'a surpris, mais je me dis que ça fait beaucoup de sens. On met très over Paradox. Il faut s'y attendre également que Yamato ait un match, pourquoi pas, contre Sean Skywalker, étant donné la feud qui est en train de s'installer entre Zibrat et Paradox. Et franchement, je trouve ça très cool. On sait qu'ils adorent faire ça et faire des constructions entre factions et pourquoi pas un jour un match où l'équipe perdante est disband. Ça arrive très souvent du côté de Dragon Gate. Donc voilà, c'était vraiment un très bon match, très bon main event où ça a pris son temps. On était d'un côté beaucoup plus pour Oresu que de la Lucha Libre ou du Lucha Resu. Ça restait Lucha Resu un peu, mais on était très pour eux avec une grosse montée en puissance, avec une grosse hit, des super comebacks de la part de Benkei avec sa puissance, etc. Et vraiment, voilà, très bien. Et victoire un peu surprenante quand j'ai vu le combat, mais avec réflexion, ça fait plutôt du sens. Donc vous l'avez compris, un excellent show de Dragon Gate. Et je n'ai pas vu tous les matchs par équipe, etc. par manque de temps. Mais en tout cas, j'adore Dragon Gate et je trouve qu'actuellement, je prends énormément de plaisir à regarder des jets. On va enchaîner avec la DDT avec Wrestle Peter Pan 2024 qui avait lieu donc au Ryogoku Kogukikan le 21 juillet. Et il y avait également donc 4000 personnes environ. Donc c'est une très bonne chose pour DDT qui remplit 4000 personnes. Je trouve ça très bien. Encore une fois, je ne vais pas vous parler de tous les matchs, mais le premier combat que je vais vous en parler, c'est le match qui était pour le titre DDT Iron Man Heavy Metal. Alors, c'était pas officiellement un match pour le titre, mais il faut savoir que dès que quelqu'un est champion de Iron Man Metal Heavyweight, voilà, c'est tout simplement que n'importe quel match, dès qu'il est quelque part, en fait, le titre est en jeu. C'est comme le titre 24/7 du côté de la WWE quand il était. C'est d'ailleurs de là que l'idée, je pense, elle a été prise, hein, clairement. La DDT est à ce titre-là depuis maintenant très longtemps. Et donc, c'est un titre qui peut être perdu n'importe quand. Donc, automatiquement, quand le champion fait un combat, le titre est en jeu. Donc voilà. Mais c'était pas ça qui était important, clairement. C'était que c'était le dernier match de Senshiro Takagi. En tout cas, on sait qu'il veut arrêter sa carrière pendant un petit moment. Alors, arrêter sa carrière de catcheur pendant un petit moment. Il n'a pas dit que ça sera définitif, mais en tout cas, il a dit qu'il allait arrêter. Il voulait prendre une petite pause par rapport au catch, par rapport à son corps et la fatigue générale et le temps que ça prend aussi de gérer une promotion comme la DDT. Donc, il reste bien sûr président de la DDT. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, il faisait face à Don Shokudino. Donc, il y a eu plusieurs matchs entre eux, une longue histoire entre les deux, etc. Je passe sur ça, mais en tout cas, il y avait une grosse storyline qui dure depuis des années entre les deux. Et c'était l'envie de Senshiro Takagi de confronter pour son dernier match, entre guillemets, en tout cas lors de Wrestle Peter Pan, de confronter Don Shokudino. Et c'était un Weapon Rumble match. Et le Weapon Rumble match est assez pareil, c'est quelque chose qui est très courant, entre guillemets, du côté de la DDT. C'est un match où c'est tout simplement un Royal Rumble, mais des armes. Ça veut dire que donc les deux catcheurs sont sur le ring et tous les 90 secondes, je crois, on a donc une arme ou quelque chose que un des deux catcheurs a voulu arrive dans le ring. Donc ça peut être soit une arme, ça peut être quelqu'un
Donc c'est ça qui est intéressant et assez fun dans ce genre de combat, c'est que on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver et vous allez le voir que voilà, ils l'ont très très bien joué. Donc comme on s'en doutait, c'est un match qui est ultra comédie, ultra fun. Si vous voulez découvrir un peu le côté comédie de DDT, vraiment c'est vraiment cool. Alors vous allez peut-être pas tout comprendre, mais moi je vous le conseille de l'écouter en anglais, même si les commentaires anglais sont assez infects, il faut l'avouer, parce que ils sont trois, je crois, 3 ou 4 commentateurs, et les 3 personnes parlent tout le temps en même temps. Donc c'est assez bordélique, et même si vous parlez très très bien anglais, c'est pas tout le temps compréhensible. Donc c'est un peu dommage, vraiment. Enfin, je comprends pas les personnes qui bossent à 3 et qui parlent tout le temps ensemble. Mettez-vous d'accord, il y a un qui parle sur le play-by-play, les autres réagissent autour et les autres comblent. Mais parlez pas tous en même temps, ça fait aucun sens. Mais bref, ça c'est un petit détail de commentateur. Mais en tout cas voilà, donc on a eu un truc très très fun dans ce combat, donc des armes un peu what the fuck, etc. Bref, et à un moment on entend une voix qui dit et voici maintenant quelqu'un de All Elite Wrestling, le Gold Standard, je sais plus, ouais je crois que c'est ça, le Gold Standard. Donc automatiquement le Gold Standard, tu fais putain Ibushi, et là t'as Nakazawa qui arrive tout en or. Donc il est peint en or et il arrive tout en or. Donc voilà, donc c'était une arme pour Senshiro Takagi, non c'était pour Danshoku Dino, et donc il arrive, il attaque Senshiro Takagi, machin, il y a l'arme de Takagi, et derrière, je sais plus exactement, bref, hein, mais derrière il y a donc à nouveau l'arme de, je crois, Dino, et cette fois-ci ils redisent la même présentation, The Gold Standard, AEW, etc. Et cette fois-ci c'est vraiment Kota Ibushi qui arrive. Donc on a Kota Ibushi qui fait son retour chez DDT depuis X années maintenant, donc c'est vraiment une très très bonne chose, et je suis très très content de le voir là. Il revient bien, donc c'est très très cool. Et à la fin du combat, donc après ce combat, donc ça va être Danshoku Dino qui va remporter ce combat contre Senshiro Takagi. Mais encore une fois, c'était vraiment très très bien. Il a été ultra bien noté du côté de Cage Match, parce que c'est un match de 100% Weebos, et que clairement si t'as tous les callbacks par rapport à ce qui se passe et tout, tu kiffes encore plus. Mais c'est pas un match à avoir à tout prix, mais c'est un match qui est très fun et qui montre vraiment le côté comédie de DDT par moment. Mais donc du coup on a ça, et à la fin du combat on a Kota Ibushi qui demande à Senshiro Takagi de revenir à DDT. Alors je ne sais pas si c'est genre revenir pour faire un match, ou si c'est revenir genre pas à temps plein, mais d'être là dans plusieurs shows, etc. Je pense que c'est plutôt ça, mais en tout cas c'est officiel, Kota Ibushi reviendra chez DDT plus tard, on ne sait pas quand, sûrement pour Ultimate Party qui est leur gros show de fin d'année, je pense que ça va être le cas. Mais en tout cas Ibushi chez DDT, j'ai envie de voir Ibushi Yuki Ueno automatiquement, même si c'est pas le grand Ibushi de maintenant. Ibushi Yuki Ueno, on a quand même envie de le voir, parce qu'on a enfin en tout cas moi, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup de comparaisons entre Yuki Ueno et Kota Ibushi, et c'est clair que j'ai envie de voir ce combat. Donc ça sera à suivre en tout cas, mais c'était très cool. Et en parlant de Ultimate Party, ça a été annoncé, ça sera le 28 décembre de cette année. Ensuite dans les matchs importants, on avait donc Masato Tanaka contre Konosuke Takeshita, donc qui n'était pas au G1 Climax ce jour-là. Du coup par rapport à ce match-là, on a eu un très très bon match entre les deux, où on est un peu dans le même style qu'un Yota Tsuji contre Takeshita, où c'est clairement des gros spots, un enchaînement de spots et que ça se rentre dans la gueule et tout. Sauf que là il y a l'expérience de Masato Tanaka qui vraiment assure un super combat. On a eu les classiques, voilà, il essaye d'utiliser la table, au final on a un Blue Thunderbomb sur une table de Takeshita sur Tanaka qui est très très bien. Vraiment c'était un très bon match à recommander, 4,25 sur 5. J'ai adoré ce combat, j'avais beaucoup de hype, j'étais très content de cette carte en général, et surtout de ce match là. J'ai pas été déçu par ce combat, c'était trop cool, et Masato Tanaka m'impressionne, même malgré son âge, il est toujours aussi bon. Ensuite on avait un match pour les titres KOD Tag Team, dont les titres par équipe de la DDT. Burning, Tetsuya Endo et Yuki Ino qui faisaient face à la Team Noah, Atsushi Kotoge et Go Shiozaki, Yuki Ino qui pendant depuis maintenant quelques temps, depuis que ça a été annoncé, dès qu'ils ont l'occasion de se mettre des roustes dans la gueule et de se mettre des gros atémis, n'hésite pas une seconde, et ça a été le cas pendant tout le combat. On rajoute à côté Atsushi Kotoge qui est un junior heavyweight de Noah très très solide et vétéran des rings, plus Tetsuya Endo qui est fantastique. Franchement c'était un excellent combat par équipe. Encore une fois, je vais pas m'attarder plus, mais c'est rapide, c'est fluide, c'est rythmé, il n'y a rien à dire, ça bouge bien, il y a des grosses prises, ça s'éclate la gueule, c'est 100% plaisant,
c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Je mets 4,5 sur 5, mais en soi, c'est difficile de voir qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Mais voilà, je pense pas que ça mérite un 5, mais c'est un excellent match. Un très très bon 4,5 sur 5. Ensuite, on avait un match sans disqualification entre El Desperado et Chris Brooks. C'est un match qui avait été annoncé lors du show El Desperado Invitational, qui avait donc été annoncé parce que Chris Brooks avait dit que lui, il était venu dans l'idée uniquement de défier El Desperado dans un match simple, et match qui avait été accepté donc pour Wassel Peter Pan. On a eu un match deathmatch hardcore plus deathmatch, on peut le mettre dans la catégorie deathmatch. On a eu un match qui était tout aussi fantastique que le match d'avant, que le tag team. Voilà, on s'attend à un match violent, c'est ce qu'on a eu, un match rude, des spots assez violents et pas évident à regarder quand on n'est pas trop habitué au deathmatch, avec des coups d'agrafeuse. On n'a pas eu de duel d'Atemi, on a eu un duel de coups d'agrafeuse, et on a eu même un coup d'agrafeuse, donc une agrafe dans le téton de Desperado à un moment. Ça a été très violent, et le moment le plus choquant de ce combat, c'est alors c'est pas quelque chose qu'on n'avait jamais vu parce que ça avait déjà été le cas, mais pendant le combat, donc il y a des coups de ciseaux qui sont mis dans le crâne, et Chris Brooks va déchirer le masque de Desperado pour tout simplement mettre des coups de ciseaux dans le crâne, et le masque il est vraiment très très ouvert, et Desperado de lui-même décide de se démasquer sur la pop du public qui réagit énormément, et j'ai trouvé ça trop cool. Et donc on a un Desperado sans masque, en sang, avec un charisme incroyable, et un petit big up à Max qui le dit tout le temps, mais Desperado sans masque, il a même du mal à comprendre pourquoi il est toujours masqué, mais bon voilà, mais Desperado sans masque a un charisme exceptionnel, et le match a été incroyablement bon. Il faut noter que Desperado donc dans ce match se serait blessé, il va se faire opérer de la jambe et donc va être exclu des rings pendant un certain temps de la réhab, etc derrière. Il faut savoir que Desperado a mis un message sur Twitter où il a dit que ce n'était pas dû à la faute de Chris Brooks, donc voilà, un point important, mais en tout cas dans le combat ça ne se voit pas parce qu'il va remporter le combat, et à aucunement on le voit boiter ou autre chose, ou voilà. Donc soit il avait l'adrénaline et du coup il sentait pas la douleur et que c'est après que ça s'est révélé, ou soit il a bien fait en sorte de pas montrer qu'il avait mal, mais en tout cas voilà. Mais on a eu un combat fantastique, un pur deathmatch. Moi qui étais en plein dans le Ikitusen deathmatch, ça m'a pas du tout dépaysé, j'ai adoré ce combat, et vraiment très très bon combat, très très bon combat, vraiment à recommander, 4,5 sur 5, excellent. Et le main event, c'était un match pour le titre KOD Openweight entre les deux frangins du Sona Club de 47 Kamina, comme on peut le lire à l'écrit, mais il faut le dire Sona Club. Donc le grand clan de Face, de Big Baby Face, qui de base était donc avec tout simplement Konosuke Takeshita, voilà. Et quand il est parti, c'est Yuki Ueno qui est devenu le leader, et entre autres il est accompagné de Shunma Katsumata, Toi Kojima, et également donc de Mao qui est l'actuel champion Universal, donc qui est le deuxième titre, le titre secondaire du côté de la division solo chez DDT, et donc il faisait face à son ami Yuki Ueno. On a eu Yuki Ueno qui est champion depuis maintenant pas mal de temps, donc il est champion depuis le novembre 2023, donc il a entre autres gardé son titre contre Naya, Donshokudino, Arashima, Akito, Takagi, et donc voilà, c'est un gros champion solide, c'est son année, il fait une année exemplaire. Yuki Ueno, il est vraiment incroyable, c'est un catcheur qui est fantastique, vraiment fantastique Yuki Ueno, et clairement comme je vous disais tout à l'heure, avec Kota Ibushi qui a dit qu'il veut revenir, on a envie de voir Ibushi Ueno, même si Ibushi c'est plus le Ibushi d'avant, on a envie de le voir à DDT contre Yuki Ueno, clairement c'est le match qu'on a envie de voir, mais bon on verra si ça sera le cas. Mais en tout cas Ueno fait un règne de fou, l'un des meilleurs champions actuellement au Japon, même s'il y en a des gros costauds, avec Yuma Anzai, et également le champion de Glade Hayato Tamura qui fait une année également exceptionnelle. Bref, mais en tout cas Yuki Ueno, on savait que Yuki Ueno Mao ça allait donner un match d'exception, et on a eu un match d'exception, peut-être l'un des meilleurs matchs de l'année du côté du catch japonais. En tout cas, ça va faire partie des matchs à tirer du lot, à être remarquable et à voir à tout prix du côté du Japon. J'ai pas besoin de faire de grosses descriptions, c'est une montée en puissance des grosses potes, et en fait les mecs se connaissent tellement bien, ils sont meilleurs potes, et ça se ressent dans le ring, ça fonctionne parfaitement. J'ai rien à dire, j'ai vraiment rien à dire sur le combat, c'est un 5 sur 5, c'est l'un des matchs de l'année du côté du Japon. C'est un match à voir, voilà, c'est un match à voir, ne passez pas à côté. Si
si vous passez à côté, vous allez manquer l'un possiblement des matchs de l'année de cette année. Donc voilà, mais vraiment un très très bon match. À la fin du combat, on a un point qui est assez intéressant où on a donc Yuki Ueno qui veut serrer la main à Mao, et Mao donc regarde Yuki Ueno, regarde la main et refuse de serrer la main à Yuki Ueno. Donc on se dit waouh, quand même, un petit truc intéressant. Et en quittant le ring, il va regarder une dernière fois Yuki Ueno et baisser la tête et partir. Donc là, on se dit, oh là là, ils sont en train de construire des trucs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et je reviendrai après sur l'après-match, mais à la fin de chaque show d'IDT, sur les gros shows, on a un générique de fin. Ils le font depuis le début de la promotion, ne me demandez pas pourquoi. Il y a un générique de fin où ils pètent à chaque fois le kayfabe, etc. C'est clairement présenté comme un spectacle et ils s'en cachent pas. Voilà, dans le générique de fin, c'est un peu les backstage qu'on voit. On voit des moments marquants, des mecs qui sortent de leur combat et tout ça. D'ailleurs, bravo au monteur parce qu'il monte ça pendant le show. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. Mais bref. Mais en tout cas, à la fin de ce show, on a donc le pré-générique. Et dans le pré-générique, on voit Mao et Yuki Ueno en train de... Voilà, ils sont en train... Ueno est en train d'aider Mao. Donc les deux sont potes, hein, toujours potes, malgré la fin où on a eu... voilà. Mais ça peut-être un jour péter dans la tête à Mao. Je serais pas étonné d'ailleurs. Donc voilà. Mais en tout cas, on installe des pistes plutôt intéressantes. Donc on a ça. Et ils font face à Takeshita. Et comme je vous l'ai dit, Takeshita était l'ancien leader du Sona Club. Et Takeshita était gros heel. Et quand il était revenu chez DDT après avoir signé chez All Elite, il avait eu un match contre Ueno où il était totalement heel. Et là, on a eu une poignée de main, des mots, etc. Donc on a eu un grand moment quand même où on a eu le Sona Club à nouveau réuni. Et c'était très très cool. Et on a eu donc une photo finale où tous les membres du roster étaient donc sur cette photo et ce plan de fin. On avait donc également Takeshita et à la fin on a Donshoku Geno qui dit attendez. Et là il ramène Kota Ibushi. Et donc Kota Ibushi est également sur cette photo que je vous mettrai maintenant. Mais en tout cas c'était un grand moment et je trouve que ça a bien terminé ce show là. Et donc le prochain adversaire de Yuki Ueno a également été annoncé. Ça sera lors du prochain Korakuen Hall. Je crois que c'est le 25 août, quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. Et il va faire face à Shinya Aoki. Shinya Aoki qui est un catcheur qu'on voit depuis maintenant quelques temps du côté de la DDT et également du côté de GLEAT, surtout dans la division Lidet UWF où il avait fait un très bon match contre Lindaman du côté de GLEAT. Et là donc c'est pas Shinya Aoki qui est venu défier Yuki Ueno, c'est Yuki Ueno qui a tout simplement défié Shinya Aoki en disant que en gros c'était quelqu'un qui respectait énormément et que ça serait pour lui une fierté qu'il accepte ce défi qui a été accepté par Shinya Aoki. Donc ça sera en main event d'un Korakuen Hall. Logiquement Yuki Ueno va conserver son titre, mais en tout cas ça sera intéressant à voir et moi je louperai pas ce combat parce que Shinya Aoki c'est un ancien voilà, combattant de MMA, etc. combattant voilà, et c'est quelqu'un de très sérieux dans le ring, donc ça va être un combat qui va être technique et plutôt intéressant. Donc voilà, c'est ce qui termine ces deux grosses reviews de DDT et Dragon Gate, mais j'avais quand même beaucoup de choses à dire sur tous les shows qu'on a eu ce week-end. En tout cas l'actualité du Puro continue, donc le 25 on a Big Japan Pro Wrestling avec donc la finale du Ikitusen Deathmatch et un match pour le titre Strong. Je vous en reparlerai bien sûr dans les prochains PFH et on aura également la suite du G1 Climax. En tout cas, merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à liker et partager. Comme on dit chez moi, banzai et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!